Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur quelle communication et quel marketing adopter pour cette reprise. Encore une fois, je m'appelle Océane Farjas, chargée des communications chez Inovitech et je suis heureuse d'avoir comme invité aujourd'hui Thomas Nardon, directeur associé d'Ultramédia. J'ai également Damien Thariot, cofondateur de WOW et Julien Droit, vice-président communication, marketing et événementiel d'Inovitech. Alors, en une petite phrase, dites-moi si c'est ça à peu près, mais j'ai présenté vite fait vos entreprises. Donc, Ultramédia, c'est plutôt du B2C orienté stratégie de contenu, situé en France. Wow, c'est plutôt du B2C orienté digital marketing, etc., situé en Suisse. Et Inovitech, c'est plus du B2B, communication marketing au Canada. Alors, vous pouvez peut-être vous demander un petit peu comment est venue l'idée de faire ce webinaire. Eh bien, en discutant, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on travaille sur des secteurs différents et dans des pays différents, on a souvent les mêmes réalités, notamment là, dans ce contexte de crise-là. Même si la communication et le marketing, c'est des savoirs plutôt transversaux, on s'adapte aux problématiques des clients. Dans ce contexte-là, on a les mêmes problématiques pour nous en tant qu'entreprise et pour nos clients. Donc, on va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet maintenant qu'on a un petit peu de contexte sur ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions en bas de l'écran. Il y a soit le petit Q&A, soit le chat. Puis on répondra à la fin de la présentation. Et si on a vraiment beaucoup de questions, on répondra au reste par courriel. Alors, messieurs, première question. On a un petit peu, on voit un petit peu en ce moment que déterminer la raison d'être, la mission de son organisation, c'est une demande connue. Mais avec cette crise, ça a pris vraiment toute sa dimension. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi là maintenant? Qui veut peut-être Thomas? Je me lance. Allez, ici la France, ici Ultramédia en France. Oui, effectivement, on pense vraiment que cette crise a montré encore plus qu'avant la quête de sens en fait de l'ensemble à la fois des citoyens, des consommateurs, mais aussi des collaborateurs au sein des entreprises. Que le Covid a montré, a remis en cause, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais a remis en cause un certain mode de développement économique. Donc les gens se posent beaucoup de questions et effectivement, une des principales questions, celle qui nous concerne nous en tant qu'agence de communication, c'est quel est le rôle d'une entreprise. En France, là-dessus, en plus, on a une loi, la loi Pacte, qui incite les entreprises à définir une raison d'être. C'est-à-dire qu'au-delà de leur modèle économique, au-delà des produits, des services qu'elles peuvent proposer, qu'est-ce que ces entreprises font réellement pour faire progresser la société? En quoi elles sont utiles à cette société sans bien sûr, par exemple, dégrader l'environnement? Donc, nous, on pense vraiment que ça va être une opportunité, comme toute crise, il y aura une opportunité forte à saisir pour les entreprises, qui est de se réinventer, pour repenser leur utilité, pour fédérer les collaborateurs, créer plus d'engagement avec leurs clients, avec leurs prospects. Ça va être une attente très forte. C'est plutôt du moyen et du long terme, parce que définir une raison d'être, faut faire attention au purpose washing et du greenwashing pendant très longtemps. Il faudra faire attention de ne pas marteler des raisons d'être qui n'ont pas lieu d'être. Donc, c'est un travail de fond à mener, c'est un travail qui doit être impulsé par la direction de l'entreprise, qui doit être porté par la direction, mais aussi co-construit avec l'ensemble des collaborateurs pour définir ensemble cette raison d'être. Et sans aller jusque-là, on a pas mal d'entreprises qu'on observe aujourd'hui, des clients qu'on observe, qui vont déjà aller sur des contenus beaucoup plus utiles, des contenus beaucoup plus humains, qui vont prendre des décisions fortes pour rendre service à leur communauté, qui peuvent prendre des décisions fortes et simples, comme supprimer tout simplement les objets publicitaires en plastique à usage unique. Donc, la raison d'être, oui, pour nous, ça sera un rempart à la crise. Je pense que la communication sur la raison d'être, sur les engagements sociétaux, sur l'utilité de la marque va être centrale. Elle dépassera certainement la communication commerciale à moyen et à long terme, mais à court terme, toutes les entreprises peuvent déjà faire des gestes forts pour rassurer aussi les citoyens. Ouais, c'est exactement ça. C'est sûr que nous, dans notre cas particulier, on est un peu plus B2B que B2C. Donc, on peut se dire, c'est un peu moins le cas, mais c'est totalement faux, en fait. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les organismes, on a beaucoup d'organismes, on va dire, parapublics. Et on a quelques entreprises qui font essentiellement du B2B. On se rend compte qu'il y a déjà, avant même la raison d'être, il y en a certains qui n'ont même pas défini clairement leur proposition de valeur, leur proposition de service. Et on se rend compte que par définition, aller chercher de la raison d'être, c'est encore plus
encore plus flou pour eux. On est encore très, très loin de ça. Et lorsqu'on regarde ceux qui l'avaient fait déjà cet exercice-là et qui avaient déjà commencé une réflexion qu'ils n'avaient peut-être pas définie comme étant la raison d'être de leur organisme ou de leur entreprise, mais qui avaient quand même fait une partie de cet exercice-là, sont probablement ceux qui ont le mieux réagi à cette crise, ou du moins ont été le plus agiles dans cette crise. On a vu des clients qui, en 24 heures, avaient déjà mis en place une communication de crise, dans le sens le plus noble possible de communication de crise, non pas de crise négative, mais qui avaient déjà adapté leur message. Et ce que tu disais, Thomas, est vraiment pertinent dans le sens où, dans cette crise, on a vu plein de comportements plus ou moins bons. Certains qui se sont dit, je vais communiquer très fort parce qu'il faut que j'aille chercher des ventes, il faut que j'aille chercher de la visibilité de commerciale, je vais dire. Ce n'est pas ceux qui s'en sont le mieux sortis. Il y a ceux qui ont fermé rideau et qui ont dit, on va attendre que ça reprenne pour pouvoir recommuniquer. Eux, ils ont perdu des parts de marché, ils ont perdu de la visibilité dans leur écosystème, dans leur milieu. Puis il y a ceux qui, justement, ont utilisé un message beaucoup plus constructif, qui était d'accompagnement, qui n'était pas commercial, qui n'était pas de valorisation de service. Et eux, non seulement, soit ils ont gagné des parts de marché, soit concrètement, ils ont pris la place de leur organisation concurrente ou de l'organisation qui est proche d'eux, qui fait des choses proches en termes d'activité. Donc, en effet, on voit que cet exercice, ce double exercice, parce que je rajoute la proposition de valeur, la proposition de service juste avant, qui n'est pas toujours définie, même dans les entreprises commerciales parfois, ce qui est un peu étrange, où on est plus dans de l'opportunisme d'action. C'est un exercice qui, face à une crise comme celle d'aujourd'hui, qui était difficile à prévoir, a pris toute sa dimension. Et puis la planification de la communication et du marketing fait qu'on rend nos équipes plus agiles et plus réactives. Et c'est clairement le premier apprentissage qu'on doit tirer de cette crise. C'est qu'il y a un tronc commun, il y a un minimum, il y a une base à la maison qu'on ne peut pas enlever. Les fondations sont nécessaires et ça, c'est un exercice qu'on doit tous faire. Damien? Oui, je vous rejoins tout à fait. On a ressenti la même chose ici, nous en Suisse aussi. C'est que finalement, ce manque de fonds, donc ici on parle de la raison d'être, mais on peut avoir une approche un peu plus globale et stratégique de la partie communication. Ce manque de fonds, c'est très fortement ressenti aussi sur la forme et sur ce qu'ont fait les sociétés pendant cette période très très particulière. Donc, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui avaient déjà une approche stratégique à la base, donc cette raison d'être, déjà cette vision et déjà des choses sur lesquelles communiquer, qui ont déjà réagi et se sont déjà adaptés. Et on a ceux qui sont encore en train de subir de plein fouet cette crise et qui finalement se rendent compte, et c'est aussi un avantage, ça a pour but aussi de faire bouger les lignes, de se dire aujourd'hui, maintenant, communiquer, c'est pas juste envoyer à toute ma base de données email un emailing long comme ça sur mes mesures de sécurité dans des endroits où la plupart de mes clients, de mes prospects ne viennent jamais. Donc, il y a eu aussi cette prise de conscience de la part des sociétés et globalement, finalement, voilà, ça remet cette question au centre de l'équation qui pouvait paraître futile et comme vous l'avez bien dit, c'est globalement souvent la communication a été opportunisme en opportunisme, mais se poser des vraies questions existentielles reviennent aussi au centre. Donc, je pense que ça peut être aussi une bonne chose, même s'il y en a qui le subissent encore aujourd'hui et d'autres qui ont clairement pris l'avant. Mais au final, vous avez tous un petit peu, je pense, vécu des confinements différents dans des pays différents à plusieurs échelles. Avec le confinement, en tout cas côté Canada, et puis c'est pareil pour tous les pays, on a un petit peu eu ce besoin d'avoir encore plus de liens et encore plus de proximité. Et puis ça, normalement, on l'attache à de la présence physique, à voir nos clients en physique ou même nos personnes côté plus personnel. Et à l'opposé, on n'a eu que le numérique à ce moment-là. Comment on peut faire face un petit peu à ce paradoxe qui est arrivé et puis qu'on n'avait jamais pu vivre en fait avant? Damien, Julien, comme vous voulez. Je vais y aller, je vais commencer cette fois. C'est la difficulté, c'est-à-dire que autant dans un monde très digitalisé, alors digitalisé, les Québécois vont me taper sur… il va y avoir plein de mots francisés, enfin bref. Numérique, dans un monde numérique, on
on avait déjà des clients qui étaient très portés sur la chose, mais on a très peu de clients qui avaient intégré une stratégie numérique dans leur communication, ou du moins une stratégie de communication numérique poussée. Je suis sûr que Damien aura des contre-exemples. Je connais un ou deux de leurs clients, donc je sais qu'il a des très bons contre-exemples pour ça. Mais pour le coup, on a dû voir cette flexibilité, on a dû voir cette réorientation, on a dû voir cette modification très importante. Et c'est ça qui a été vital. Donc là, on a une improvisation qui a fait qu'on devait continuer à faire ce lien, alors que les gens, on leur disait en permanence de ne plus avoir de lien. Donc on a eu, vous l'avez tous vu, 36 000 webinaires sur comment gérer son équipe à distance, comment faire du télétravail, etc., etc. Ça répondait à un vrai besoin. Et puis, on voit que cette opportunité qui nous est donnée de changer de typologie de relation, elle va avoir un impact sur le long terme, je pense, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question quelle va être la conséquence sur la reprise économique, sur les relations de travail, sur est-ce que les gens vont plus vouloir aller au bureau, etc., etc. Mais ce qu'on voit ici, c'est que on a dû apprendre à faire différemment. On a dû avoir une relation différente envers deux points, deux caractéristiques de cette crise, c'est, je dirais, le rapport au temps et le rapport aux ressources. Le rapport au temps et le rapport aux ressources a été chamboulé. On ne peut pas dire autrement, là, a été chamboulé. Et selon le rapport que vous avez eu à ces deux notions-là, vous allez vous en sortir plus ou moins bien. Donc, si vous avez mis des ressources, si vous avez gardé vos ressources déjà de communication et de marketing, vous êtes plutôt en business parce que vous allez avoir la chance de relancer plus vite. Si vous les avez coupées par définition, là, ça va être très compliqué de relancer la machine et d'aller chercher du marché parce que ceux qui ont maintenu leur activité ont pris vos parts de marché pendant que vous ne communiquiez pas. Et ensuite, le rapport au temps, il est vital parce qu'on va vivre, on est dans 3 pays différents, donc on va vivre des réalités qui sont totalement différentes. Nos concurrents sont peut-être dans une autre réalité, ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens, etc. etc. Donc, la relation entre notre clientèle et notre organisation va être totalement impactée par ces deux rapports au temps et aux ressources. Et en fait, il n'y a pas de vraie réponse à cette question, enfin en tout cas de mon point de vue, puis ils vont me contredire Thomas et Damien sûrement, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de vraie réponse parce que la vraie réponse, c'est qu'il faut garder absolument le contrôle de la temporalité avec une équipe forte en communication ou en marketing pour pouvoir justement assurer cette relation actuellement et surtout dans les mois, voire même les années à venir, parce que dans certaines industries, nous on a beaucoup de clients en aérospatial, là, on nous parle de Q3, Q4 2021, ça va faire mal, ça va être très long. Je vais m'arrêter là, puis je vais laisser les autres reprendre. Oui, je te rejoins. Donc, nous, en Suisse, on a eu la chance de ne pas être confinés aussi durement qu'en France, même si voilà, les déplacements étaient très, très limités. Le pays a quand même subi, et le marché a subi un arrêt quasiment identique au reste de l'Europe. Vu qu'on est au centre de l'Europe et que les sociétés pour lesquelles on travaille sont aussi partout en Europe, finalement, il y a eu aussi ce coup d'arrêt, cet impact. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, nous, quand on travaille un peu plus avec le rapport qu'ont ces sociétés avec leurs clients ou alors leurs prospects, il a fallu communiquer, il a fallu parler de ce lien. Et globalement, aujourd'hui, ce que recherchent finalement les gens, c'est aussi de la simplicité. Donc, il y avait une partie des sociétés qui étaient en panique en disant il faut absolument que je monte un e-commerce, il faut absolument que je distribue différemment, il faut absolument que je fasse de la communication sur les réseaux sociaux, il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça. Et ça se fait pas, ça ne s'invente pas comme ça. Donc, on revient aussi au premier sujet qui est la raison d'être et la façon aussi de travailler. Notre but, nous, c'est aussi d'aider nos clients à prendre du recul par rapport à cette situation et à prendre les bonnes mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site internet avant, pour certaines sociétés qui en Suisse restent un petit peu plus traditionnelles par rapport aujourd'hui, je pense, au reste de l'Europe en moyenne,
qui se disaient, voilà, le site aujourd'hui, c'est une petite vitrine et puis finalement, les gens, ils me contactent juste avec mon formulaire, par exemple, et puis peut-être on verra. Notre rôle, ça a été de leur dire, aujourd'hui, dans un parcours client qui a été modifié, des personnes qui ne peuvent plus venir en point de vente, des personnes qui ne peuvent plus se déplacer, des personnes qui ont besoin de simplicité, hein. C'est ça, si on revient vraiment à l'essence, c'est vos prospects, vos clients, dans cette période un peu confuse, ont besoin de simplicité. Eh bien, servez-vous par exemple de votre site pour mettre en avant un numéro de téléphone, le contact direct. OK, ce ne sera pas un formulaire et ça ne reste pas que online, mais casser les barrières, changeons de vision et réinventons-nous, profitons de ça pour être à l'écoute finalement des besoins de nos prospects et de nos clients. Et ça, c'est le challenge parce que les personnes qui faisaient peu, voire moins de digital avant, se sont dit ça va être la solution, il faut tout ce qu'on le fasse, il faut qu'on y aille, mais si on n'est pas préparé, il faut le penser différemment. Voilà plutôt l'approche. Thomas, je ne sais pas ce que tu penses. Ouais, non, moi c'est bien parce que je vais compléter peut-être avec un autre regard au-delà du regard français et pour rebondir un peu, Océane, sur ta question du lien à créer dans ce monde qui est encore plus digital. Parce que nous, on a vécu le confinement pendant 2 mois. On espère, on a une information importante de la part du Premier ministre à 17h. On espère déconfiner de plus en plus fort, mais pendant 2 mois, 2 mois et demi, le confinement était fort avec la règle était le télétravail. Donc, dans une société de services comme la nôtre, mais comme l'ensemble de nos clients qu'on accompagne, tout le monde était en télétravail. La question du lien s'est posée encore plus crûment, et nous, notamment sur la communication interne. Dans la présentation sur avec Ultramédia, on fait des contenus B2C, mais on fait beaucoup de corporate et de communication interne. Et vraiment, ça devient une question essentielle. Nous, on a, comme je pense beaucoup d'agences, on essaie d'être au plus près de nos clients. Donc, on a posé la question, fait un mini-sondage, une mini-étude auprès d'eux pour savoir quels étaient leurs enjeux aujourd'hui immédiats. Et l'un des premiers enjeux qui remontent, c'était d'arriver à remobiliser quand même l'interne, leurs collaborateurs qui sont aujourd'hui éclatés vraiment complètement de partout. Et le digital est très bien, mais quand même, rien ne remplace à un moment la relation physique et l'échange. Et on voit le télétravail est intéressant, on reviendra peut-être plus tard dessus, mais tout en télétravail, c'est assez compliqué quand même. Donc, l'un des enjeux vraiment qui est remonté de la part de nos clients, c'est effectivement comment arriver toujours à fédérer, à créer du lien, effectivement, entre nos collaborateurs. Je me suis amusé à chercher des études là-dessus. Et il y en a une qui vient de sortir justement dans 5 pays européens. Alors, pas la Suisse, mais il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, et qui montre aujourd'hui quand même que l'indicateur global d'engagement des collaborateurs avait chuté de 10 points en 2 mois et que l'ensemble des salariés se déclarent moins satisfaits, moins motivés, moins impliqués, moins fiers de leur travail. Et aujourd'hui, il y a une problématique forte pour cette reprise, puisqu'on ne parle plus de crise. Aujourd'hui, on essaie tous quand même de penser plutôt le coup d'après, plutôt de la reprise. C'est pour que les entreprises reprennent, pour les ventes, encore faut-il que les collaborateurs soient impliqués. Aujourd'hui, il y a une chute de l'implication, de par notamment, encore une fois, cet éloignement, ce confinement obligatoire. Donc, on pense, nous, vraiment que, j'espère en tout cas, et on milite pour depuis longtemps, que la communication interne, qui est souvent un peu considérée comme la dernière roue du carrosse de la communication. Hein. On met effectivement beaucoup de budget dans le marketing, dans la pub, ce qui va faire du business immédiat, certes. Mais aujourd'hui, on en revient à la première question. Oui, il faut penser le business immédiat pour sortir quand même de la crise, mais il faut aussi penser à l'après. Et l'après, voilà, encore une fois, c'est avec l'implication des collaborateurs. Donc, on pense que la com interne va vraiment jouer un rôle prépondérant, crucial. Et dans cette com interne, il y a une partie de la population qui est encore plus importante, c'est les managers. On parle beaucoup de la communication managériale, ces fameux managers de proximité qui sont souvent un peu tiraillés entre la direction, l'ensemble des collaborateurs. Ces managers, aujourd'hui, ils ont besoin d'outils. Ils ont besoin d'outils physiques, notamment des outils digitaux. Effectivement, Damien, vous faites certainement des choses, vous, avec WoW, comme ça, pour les outiller. D'outils aussi de contenu, des éléments de langage pour jouer à fond leur rôle de manager. Et le rôle de manager, encore une fois, ce n'est pas seulement encadrer, ce n'est pas seulement faire le relais de proximité de la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment rassurer, motiver, embarquer. On le voit encore une fois, nous, même chez nous, hein, dans notre agence, on le voit chez nos clients, certains collaborateurs ont encore peur de revenir au bureau à cause du Covid, ce qui peut s'expliquer, hein, qui peut être tout à fait justifié. Donc voilà, c'est aussi rassurer sur les mesures qui sont prises en interne pour garantir la sécurité des collaborateurs qui puissent revenir, qu'on puisse retrouver ce travail d'équipe. Je pense vraiment que c'est la force de ce collectif qui va être bien sûr le leader, il y a le dirigeant, il y a les managers, mais c'est la force de ce collectif qui va permettre quand même de sortir le plus rapidement possible de cette crise, de se recréer du lien. C'est vraiment central
Moi, je voulais plutôt porter l'accent sur l'interne, même si on est entièrement d'accord avec toi, Julien, et toi, Damien, que le lien il est aussi avec les clients et avec les prospects. Ce que tu dis est super intéressant parce que, excuse-moi, Damien, vas-y. Vas-y. Ce qui est super intéressant, c'est justement en interne, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que on a 2 ou 3 organisations qui étaient déjà en mode télétravail naturellement, qui étaient une équipe éclatée, etc. On les a vus de loin un petit peu. Là, je n'ai pas été très, très impliqué avec eux dernièrement, mais ce qu'on a vu avec eux, c'est que certes, ils étaient beaucoup plus près dans la gestion de leurs activités, etc., parce que c'était déjà naturel de télétravailler, mais ils étaient aussi dans une routine dangereuse, ce qui fait que ce n'est pas les organisations qui ont le plus communiqué parce que pour eux, ils subissaient un petit peu moins la crise. Donc, il y a un espèce de paradoxe justement dans ce qu'on pourrait mettre dans le grand chapeau de la communication interne, si on veut aller par là, c'est de dire que ceux qui avaient moins d'enjeux justement en interne ont peut-être moins pris la mesure aussi du besoin d'être actif en externe parce que c'était plus naturel, c'était plus routinier de faire du télétravail à des centaines de kilomètres de différence, etc. Je sais que Damien, vous êtes un petit peu vous êtes basé à Genève, mais vous êtes un peu partout. Donc ça doit être un petit peu ça, mais moi j'ai vu des organisations qui sont un peu éclatées ou qui n'ont pas un bureau fixe ou on va dire souple, on va dire les nouveaux espaces où on rentre, on sort un peu comme on veut. Et puis, c'est peut-être les organisations qui ont le moins communiqué, qui ont moins été présentes. Donc, il y a une espèce de paradoxe où il faut réussir à aller sur de la communication interne, en effet, parce qu'elle est vitale, et le middle management, comme tu en as parlé, Thomas, on sait depuis toujours que c'est la pire place ever dans la hiérarchie. Mais il faut pas… en fait, ce qu'il faut, c'est avoir cette vision d'ensemble et ne surtout jamais privilégier l'un par rapport à l'autre et vraiment focuser sur les deux en même temps, même si, en effet, on doit mettre un petit peu plus de force sur probablement la communication externe parce que c'est celle qui permet quand même de faire vivre l'entreprise. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai parlé surtout de ce lien externe qu'il fallait conserver donc avec son marché et ses clients et l'importance aussi de se réinventer, de réinventer ses manières aussi, ses moyens de distribution et ses moyens de communiquer, en tout cas pour ne pas arrêter. Certains secteurs d'activité ont été forcés de s'arrêter, mais heureusement, pas tous en Europe. Donc, il y a toujours des choses à faire, à avancer. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect aussi de ce lien interne. Et avant de repenser à redémarrer d'une autre manière, il faut penser à collaborer aussi en interne. Donc, nous aussi, pour certains de nos clients, on a mis en place avec eux, ce n'est pas notre métier premier, mais on les a aidés à mettre en place tous ces outils de communication, Zoom, etc. Enfin, voilà, mettre en place aussi des process. Et on a accompagné un de nos clients qui est une école à passer tous ses cours en visio là, depuis mi-mars. Donc, ouais, c'est quelque chose de réel. Il ne faut pas que les activités s'arrêtent. Il y a de l'importance aussi en termes de management en interne. Il faut garder les équipes motivées. Et voilà. Même nous, à l'interne de notre agence, même si on a plus l'habitude de travailler tous à distance avec, comme tu dis, des espaces de travail un peu éclatés, le simple fait d'être contraint et de ne plus pouvoir se réunir pour collaborer a été aussi quelque chose à mettre en place chez nous. Au final, les webinaires pour la gestion des employés en télétravail, c'était pas si voilà. c'est pas si inutile que ça. On y était. Justement, sur les meilleures pratiques, je vois qu'il y a une question, Océane. Est-ce que je peux répondre à une question que j'ai vu apparaître sur le chat ou pas? Vas-y. Le droit. Oui, vas-y. Non, parce que comme on est sur le chapitre comme interne, je vois qu'il y a une question intéressante sur les meilleures pratiques de communication interne identifiées pendant le confinement. C'est vrai que nous, on a pas mal benchmarké là-dessus. On en a fait pour les clients, mais on a aussi benchmarké. Il y a deux grandes tendances qui se sont dégagées. Une tendance vraiment, encore une fois, du rapprochement et notamment du rapprochement des directions COMEX, CODIR avec les salariés. Et grâce à des outils style du webinaire ou bien du podcast, etc. Nous, on a fait beaucoup de podcasts, par exemple, pour des grands groupes où, très franchement, les dirigeants ne parlaient très peu en direct avec les collaborateurs. Tout passait par les managers. Et là, ils ont pris la parole en direct à travers des petits podcasts de 2-3 minutes pour expliquer la situation, qui est une situation nouvelle, une situation inédite que personne n'a jamais connue, où tout le monde est dans un flou artistique complet. Et du coup, ça a créé aussi une forme d'empathie et de connivence avec ces dirigeants qui disaient voilà, on fait le maximum, voilà où on en est aujourd'hui, voilà où on veut aller.
on ne promet rien parce qu'on ne sait pas demain de quoi ça sera fait. Donc, première tendance, vraiment un rapprochement très fort entre les directions et les collaborateurs, encore une fois, pour embarquer tout le monde, pour expliquer, pour créer du lien. Et deuxième tendance, sur les contenus aussi parfois, où la frontière, mais comme le télétravail l'impose, encore une fois, où la frontière vie pro et vie personnelle est devenue vraiment très, très, très ténue. Jusqu'à présent, nous, quand on fait par exemple des contenus, des newsletters ou de l'animation éditoriale sur du workplace, d'un Facebook ou d'un intranet classique, on va être sur des contenus plus institutionnels, sur la vie de l'entreprise, etc. Et là, on est allé sur du conseil, sur des cours de yoga, sur même des recettes de cuisine. J'ai vu des choses, alors nous, on ne l'a pas fait, mais en benchmarkant, j'ai vu même des blagues sur, vous savez, les fameux lolcats, des choses comme ça qui pouvaient pour dédramatiser aussi la situation, que l'humour est aussi une arme en temps de crise. L'humour, bien géré, bien entendu, est une arme aussi pour dédramatiser. Ouais, donc voilà, deuxième tendance. Ce qui est important là aussi, c'est que on a l'habitude d'avoir, tu l'as dit très bien, là, de la communication qui est, on va dire, la communication non primaire, non verbale, qui est non verbale, non humanisée, en tout cas pas en chair et en os. On a beaucoup de réseaux sociaux, on a beaucoup d'infolettres, de courriels, etc., etc. Surtout nous en B2B, c'est avec les organisations, beaucoup d'organisations publiques qui parlent à une grande quantité, une quantité de personnes, c'est souvent le cas. On a vu une volonté chez certains, en tout cas, d'incarner un petit peu plus cette communication. Donc, tu parlais de podcast de dirigeants, mais entendre la voix, entendre le ton, voir la personne devant sa caméra, même si on ne l'a pas devant nous, qui nous fait ce que moi j'appelle, alors vous allez me regarder avec des gros yeux parce que ce n'est pas du tout un terme qu'on utilise dans l'industrie, mais moi ce que j'appelle ultra rich content, parce que pourquoi je mets ultra, non pas pour faire de la pub à Ultra Média, mais juste pour dire que c'est riche par le ressenti aussi, c'est pas juste par la qualité du contenu, mais aussi par le feeling que ça transmet. Là, on voit qu'il y en a certains qui sont peut-être dans leur bureau. Moi, je suis chez moi. Il y en a qui sont chez un client. On le sait, Damien, il n'est pas dans ses bureaux là. On voit qu'on est dans nos contextes qui ne sont pas professionnels et malgré ça, on arrive à avoir ces messages-là, etc. Puis ça, c'est important parce que en période de distanciation physique, sociale, ou je ne sais plus comment on doit l'appeler maintenant, mettre le ton, mettre la voix, mettre l'image sur les gens, ça reste pertinent, même si c'est pour une vidéo de 30 secondes. Et ça prend très peu de temps et c'est d'une efficacité redoutable, que ce soit en communication interne ou en communication externe. Avoir juste un message positif, avoir un ton posé, etc., c'est bien plus efficace qu'une newsletter envoyée à 3000 personnes, même si votre vidéo est lue que par 50. C'est évident. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je vais lancer juste peut-être, Thomas, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais je sais que vous travaillez pour un département ou une région, je ne sais plus laquelle, en France, donc on va dire l'équivalent d'une MRC au Québec, qui a beaucoup communiqué. Et moi, je trouve ça intéressant comme façon de réagir. Et ils ont fait beaucoup de vidéos, il me semble, de choses en genre-là. Puis c'est vraiment un cas d'école dans cette crise, peut-être. Là, j'exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais ils ont eu une bonne réaction, en tout cas. Oui, il y a cette région, après, même au niveau des entreprises, tout le monde a plus communiqué de manière plus réactive, avec des formats moins longs, effectivement, moins denses, moins. Je pense que dans la communication, on a tous cet enjeu, parfois, pour ne pas dire ce problème, avec moins de validation. C'est qu'il y a aussi un niveau de validation parfois qui devient un peu stratosphérique, qui du coup fait perdre beaucoup de temps. Déjà, c'est antinomique avec la vie des réseaux sociaux, premièrement. Et deuxièmement, là, cette crise nous a montré qu'il fallait être réactif. Et faire réactif, c'est parfois aussi accepter de ne pas tout maîtriser. Et voilà, pour rebondir, après, je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose, mais globalement, on s'est rendu compte, nous aussi, qu'il fallait dès le début réinstaurer ce climat de confiance en tant que manager ou en tant que directeur envers ses équipes. Ça veut dire, si on se parle, c'est pour s'écouter. Si on se parle, c'est pas pour se fliquer. Et voilà, avec ce lien qui était subi, je suis chez moi confiné avec mes enfants ou je suis chez moi confiné tout seul dans mon petit appartement. Il y avait quelque chose à recréer comme lien et pour pas mal de sociétés, c'était un petit peu différent de ce qu'ils avaient l'habitude de faire en termes on va dire, de politique et puis même de politique d'entreprise. Donc,
ça a été difficile à appréhender pour certains employés. Et voilà, peut-être pour revenir sur le côté pratique de la question de Rémi, moi, mon petit tip, c'était que chaque heure de call, on prenait 5 minutes, on coupait les caméras, les micros, puis on allait faire ce qu'on voulait, si on devait passer un coup de fil et tout. Donc, ça nous a aidé aussi à passer. Bonne idée. Voilà. Je pense qu'on a un petit peu pu avoir des exemples d'entreprises qui s'en sont bien sorties. Même tout exemple, mais Zoom, à mon avis, s'en est très, très bien sorti. Voilà. De cette chose-là. Il y en a qui ont beaucoup subi à l'opposé, le secteur aérospatial, comme disait Julien. La com et puis le marketing, donc ça se prépare, ça s'adapte aussi beaucoup et puis c'est très réactif. Est-ce qu'avec le recul, vous avez un petit peu des bonnes pratiques et surtout celles à ne pas faire dans des cas comme ça, que ce soit une gestion de crise plutôt classique ou une gestion de crise de cette ampleur-là? Peut-être, je vais peut-être réattaquer cette section-là. Avant de parler peut-être de tendance, il y a un constat aussi qui a été fort et nous, on ne s'y attendait pas du tout. C'est que globalement, on est parti de sociétés avec qui on travaillait, qui avaient pour l'habitude de travailler sur des sujets de performance, des sujets de vente, acquisition de leads, même des campagnes de communication de manière plus générale. Et cette crise a permis de faire que ces sociétés-là se sont reconcentrées sur des projets beaucoup plus structurants. Elles se sont retrouvées du jour au lendemain avec des cadres qui avaient des journées beaucoup moins remplies qu'avant, avec moins de réunions, qui étaient moins sollicitées et qui pouvaient aller plus vite à l'essentiel. Donc, globalement, l'adaptation s'est faite là aussi, c'est-à-dire que pour les sociétés qui le pouvaient, qui ne subissaient pas non plus trop la crise, intelligemment, et ce, dans plusieurs secteurs d'activité de manière assez spontanée. Donc, je pense qu'on peut vraiment parler d'un effet global. Les sociétés se sont dit, l'activité va connaître un temps d'arrêt ou un gros ralentissement. De manière assez naturelle, remettons-nous dans des sujets structurants. Donc, c'est passé par production de websites, production d'applications, mise en place de nouveaux outils internes aussi à développer. Ça a été, est-ce qu'on ne ferait pas un tour dans notre base de données et puis essayer maintenant d'expérimenter de nouvelles choses, etc. etc. Donc, voilà, on se rend vraiment compte qu'aujourd'hui, de manière assez naturelle et c'est rassurant, beaucoup de sociétés ont décidé de mettre à profit ce temps finalement qui leur manquait au quotidien d'un point de vue des personnes dirigeantes pour se focaliser sur des sujets un peu plus structurants. Ouais, il y a les deux écarts, je pense. Il y en a qui ont eu plus de temps. Il y en a eu qui, nous dans notre cas, on a les deux opposés, c'est-à-dire on a des industries qui ont pris cher, entre guillemets. L'aérospatial, c'est vraiment, ça a été une hécatombe. À l'opposé, on a beaucoup de clients qui sont dans le secteur de la santé. Alors là, c'était dès les premières annonces du gouvernement, dans les minutes qui ont suivi, ça y est, c'était branle-bas de combat. Et là, on a eu des cas de figure qui étaient extrêmement intéressants parce qu'on avait je vais même dire deux organisations qui étaient relativement prêtes, qui avaient bien réfléchi un petit peu tout leur processus, etc. Qui n'avaient peut-être pas une raison d'être encore, mais qui ont anticipé les besoins, en fait, qui ont anticipé que, entre autres, le gouvernement du Québec allait leur faire des demandes, une demande d'aide pour gérer une partie de la crise. Et ils l'ont anticipé avec un petit 24-48 heures d'avance, ce qui fait que, étant donné que c'était une action de communication essentiellement, c'était assez intéressant parce que cette flexibilité nous a permis d'aller anticiper. Et puis, à la fin, pour le gouvernement et donc pour le Québec en général, de faire gagner 24 heures littéralement dans la crise. Donc, on sait que ça peut avoir un impact au final. Donc, il y a eu ça. À l'opposé, sans citer l'entreprise, mais une entreprise qui fabrique des avions de chasse en Europe, eux, lorsqu'on a eu une discussion avec eux, avec le siège, enfin pas avec le siège, mais avec le bureau à Londres, ils nous ont dit, nous, la Suède en ce moment, nos collègues en Suède, c'est eux qui prennent les décisions et puis on ne sait pas. On ne sait pas, on a du mal à leur parler, on ne sait pas comment ça avance. Nous-mêmes, en interne, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on voit qu'il y a des entreprises à l'opposé qui, elles, c'était un retour en arrière, on repousse les choses, etc. Donc, ça, c'est assez compliqué. Par contre, ce qu'on a vu, et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, là, les validations stratosphériques, là, on voit justement que ceux qui sont un peu moins
Free Control. Et l'Office québécois de la langue française va nous allumer pour ce webinaire. On voit que ceux qui sont ouverts à l'improvisation, ceux qui sont beaucoup plus agiles, ça leur a permis d'évoluer plus vite, premièrement. Hein, ils ont été réactifs. Et surtout, dans notre cas, on a eu 100% de réussite, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas eu de mauvaises surprises, on n'a pas eu de bad buzz, on n'a pas eu de critiques, on n'a même pas eu un courriel sur « vous n'auriez pas dû faire ça », etc. Tout s'est très, très bien passé. On se rend compte que c'est vertueux, en fait, parce que la crise nous a permis de tester des modes de fonctionnement avec moins de validation, avec un fast track, une accélération de la production. Et c'est vertueux pour le long terme. Et à la fin, ces organisations-là, si elles gardent cet état d'esprit un petit peu plus souvent, peut-être pas tout le temps parce qu'il faut quand même faire vérifier quand même beaucoup de choses dans certains cas, puis dans nos industries en particulier. Mais si on arrive à garder ces méthodes-là pour ce qui n'est pas ultra stratégique dans une période hors crise, eh ben, je pense que ces entreprises-là vont avoir des gros gains, de très gros gains, que ce soit de la vente ou que ce soit même du positionnement dans leur milieu face à d'autres organisations, parce qu'elles auront une capacité de production et une efficacité de communication. J'irai plus loin, il y en a pour qui ça a vraiment été un avantage. Donc, cette capacité, cette flexibilité de se dire aujourd'hui, je me réinvente. Je vous prends un exemple d'un client à nous qui est dans le secteur du bâtiment. Depuis mi-mars, les chantiers donc à l'arrêt, en Suisse comme en France. Et dans un marché assez concurrentiel, on se rendait compte que finalement, quasiment tout le monde avait baissé ses dépenses, par exemple, de médias et ses dépenses en communication. En travaillant avec notre client, on s'est dit, ça va être temporaire. Finalement, il ne faut pas qu'on s'arrête de communiquer, de travailler. Résultat des courses, depuis 2 mois, c'est des gains de part de marché, c'est de l'acquisition de leads, c'est une communication des messages adaptés, c'est un lien qui a quand même été créé avec certains prospects, évidemment qu'ils comprennent, mais l'idée était là aussi. Donc aujourd'hui que les choses redémarrent petit à petit, on se rend compte que cet acteur-là a réussi à prendre des parts de marché sur son secteur sur lequel il était, et notre client va pouvoir redémarrer son activité de manière déjà préparée par rapport à ses concurrents. Je prends un autre exemple d'une plateforme de e-learning qui avait un business model et une acquisition qui fonctionnait. Elle s'est dit, OK, ce que je vais faire là, c'est la période idéale. On fait du freemium et les gens qui sont satisfaits de notre produit, in fine, resteront. Alors, évidemment, oui, au début, c'est peu de revenus, voire 0 revenu. On pourrait se dire, oui, les gens vont vouloir se former en ligne maintenant parce qu'il n'y a plus que ça et puis mon pricing est attractif. Non, on a été même à l'encontre de ce code-là à se dire, misons plus sur le moyen, le long terme, faisons de l'utilisateur, faisons de la connexion des gens qui vont se former sur notre plateforme, quitte à être en freemium. C'est parlant aux gens. Voilà, on est dans une situation exceptionnelle, on vous adresse un message et une offre exceptionnelle et les gens l'ont compris. Je te rejoins, Damien, je pense que tu as bien résumé. La situation exceptionnelle, la réponse exceptionnelle. Nous, c'est ce qu'on dit souvent, effectivement, à nos clients, c'est que la situation, encore une fois, qui était inédite, tous ceux qui sont restés, après la première semaine, tout le monde n'a pas réagi dès le lendemain quand même, parce que c'était un peu violent. Tous étaient pris dans une tempête à la fois brutale et soudaine. Mais quand même, tous ceux qui ont pu effectivement mettre en place une réponse exceptionnelle à ce contexte ont su mieux réagir, c'est sûr et certain. Je pense que c'est de l'avènement vraiment, ça fait un moment qu'on parle d'agilité, d'adaptabilité. Là, ça va le prouver encore plus que jamais. Aujourd'hui, on est obligé de faire preuve de ça. Les cycles économiques sont beaucoup plus courts. On ne peut plus avoir une vision à 3 ans. Déjà, avec le digital, avant même la crise, on disait que c'était très, très compliqué d'avoir une vision à 3 ans. Aujourd'hui, encore moins. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir aussi l'humilité, encore une fois, à la fois nous, en tant qu'agence d'ailleurs, et aussi annonceurs, de dire avançons pas à pas. Nous avons un cap, gardons ce cap. S'il ne faut pas changer de modèle économique, mais de dire gardons ce cap. Par contre, c'est peut-être les itinéraires qu'il va falloir changer, effectivement. C'est ceux qui ont su adapter leurs itinéraires qui s'en sortiront certainement mieux. On voit sur nos problématiques plutôt de contenu, il y en a qui très très vite, on les a accompagnés tout de suite à gérer des contenus plutôt sur la crise sanitaire dans un premier temps,
sur la crise économique dans un second temps, sur la reprise maintenant, alors que certains n'ont toujours pas pris même la parole sur la crise sanitaire parce qu'ils ne savent pas trop quoi dire, parce que par rapport à leur positionnement, etc. Donc oui, forcément, ceux-là vont perdre des parts de marché par rapport à ceux qui ont été plus réactifs. Pareil, je pense que ça va être aujourd'hui, encore plus qu'avant, un sou va être un sou. Donc le ROI va être au cœur. Donc ceux qui ont déjà l'habitude de mettre en place des KPIs, qui ont l'habitude d'utiliser la data pour optimiser leur dispositif, ont un temps d'avance. Nous, c'est vrai que les clients avec qui on essaie d'être dans une démarche d'amélioration continue en permanence pour aller juger de la performance de nos contenus, pour les adapter régulièrement par rapport au listening qu'on peut faire, ce qui se passe sur le social, forcément, ils vont avoir un temps d'avance sur les autres. C'est sûr et certain. Moi, j'ose espérer aussi que cette crise va nous rapprocher agences et annonceurs. C'est très difficile aujourd'hui encore pour nous de trouver des nouveaux clients, des nouveaux prospects. On a plutôt tendance à travailler avec les gens qu'on connaît déjà. C'est normal, dans situation de crise, on se replie un peu sur soi, ce qui est tout à fait normal. Par contre, je trouve que ça crée un lien beaucoup plus fort. Julien, tu disais cette intimité, on est tous rentrés dans l'intimité de chacun grâce au télétravail. Je pense que ça va créer un lien plus fort, nous, avec nos clients. On essaye encore plus qu'avant de faire preuve d'écoute, vraiment, pour comprendre leurs enjeux. Je vous disais, nous, très rapidement, on a mené ce petit sondage auprès de tout le monde. Très rapidement, on a su adapter aussi nos propres méthodes. Je pense que nous-mêmes, en tant qu'agence, on doit s'interroger sur comment on les accompagne. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie d'être sur des méthodes sprint, agiles, pour, en une semaine à peine, être capable de réorienter complètement une stratégie de contenu d'un client, mais parce qu'on va les prendre à un point très précis de cette stratégie de contenu. On n'est plus aujourd'hui dans un enjeu de dispositif global. On va refondre à la fois l'écosystème digital, le site, les réseaux sociaux, en embarquant tout le monde, qui est indispensable à faire, mais qui demande du temps et donc du budget aussi. On est sur des choses beaucoup plus pragmatiques. Et je pense que, encore une fois, c'est lié à cette réactivité, à cette adaptabilité. Les gens qui pourront être pragmatiques pourront avancer pour demain continuer à retrouver la croissance. Ouais, je te rejoins même au niveau des outils. Excuse-moi, même au niveau des outils, aujourd'hui, on peut plus se permettre de faire des plans quinquennaux et puis de se dire, on va refaire le site, ça va nous prendre un an, ça va être génial, puis c'est ça notre nouvelle identité. Donc, notre mission aussi chez O, c'est d'expliquer à nos clients que pendant des années, la communication, le marketing, c'était un coût, hein, c'était de la dépense et puis voilà, il fallait le faire parce que sinon, on n'était pas présent. On essaie de transformer finalement ce prix, ce coût en investissement, en démontrant finalement que l'argent investi va amener un ROI. Et par notre agilité et par le fait qu'on travaille de plus en plus de manière intégrée, donc je te rejoins aussi avec le lien entre les clients et les annonceurs, de manière assez intégrée avec les équipes, montrer que finalement, chaque action, on va savoir si elle est bonne, si elle est très bonne ou alors s'il faut qu'on passe à autre chose. Et ça, de plus en plus, on le voit avec des relations avec nos clients qui s'étendent sur les mois parce que finalement, c'est un accompagnement continu, cette communication marketing. Je suis tellement d'accord et puis en même temps, je suis tellement jaloux de vous, les gars, parce que une grande partie de nos clients, c'est du B2B, comme je disais, mais c'est beaucoup du parapublic. Alors, leur expliquer du parapublic, justement, que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Leur montrer les datas, c'est quelque chose qu'on essaye de faire de plus en plus, etc. On génère de la data alors qu'eux ne comprennent pas l'intérêt obligatoirement de générer de la data. Mais on est dans cette dynamique-là. Mais ce qui est particulièrement difficile dans cette crise-là, sur ces clientèles-là, c'est de leur faire comprendre, alors qu'ils ont des budgets par définition, comme ils sont parapublics, qui sont limités et qui sont audités, de leur faire comprendre que c'est probablement la meilleure dépense qu'ils ont actuellement à faire, c'est sur de la communication et du marketing. Et ça, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que concrètement, on ne le voit pas quand on est dans leur position, puis je les comprends tout à fait, mais on ne le voit pas. Il va y avoir une reprise qui s'en vient, qui commence progressivement. Ces organisations-là, même tout ce qui est B2C, doivent comprendre qu'il va y avoir un bouchon. Il va y avoir un bouchon de communication. Là, on arrive sur une surcommunication. Tout le monde va recommencer, tout le monde va y aller par ses messages, tout le monde va y aller avec ses actions, ses promotions, je ne sais pas trop quoi, là, mais il va y avoir un bouchon. Et dans le bouchon, sincèrement, il va falloir réussir à tirer son épingle du lot.
Et la meilleure façon de tirer son épingle du lot, je pense, c'est de l'anticiper, le bouchon. C'est-à-dire là, c'est commencer à parler de reprise maintenant, alors que la reprise, elle n'est peut-être pas tout de suite là. Thomas disait qu'il attendait qu'Édouard Philippe lui fasse signe pour repartir. Nous, on nous dit d'y aller tout doucement. Je ne sais pas comment c'est en Suisse exactement. Ça a mais déjà redémarré. ben voilà, Ça commence gentiment, mais oui, c'est en avance, évidemment. Donc, pour moi, la priorité, c'est de commencer à parler de reprise maintenant au Québec et au Canada. Je pense que ça va être la même chose en France. C'est-à-dire que là, ça va être chacun pour soi. Chaque concurrent va communiquer dans tous les sens. Il va y avoir dans notre milieu, il va y avoir une surdose de communication, d'événements, etc., etc. On sait, ça s'en vient. Et qu'on ne peut pas réagir à ce moment-là. On ne peut pas attendre. Je reviens sur ce que te disait Thomas, là, les gens qui n'ont pas communiqué sur la crise ou sur leur reprise d'activité, ils risquent d'en payer le coût de façon extrêmement importante, je pense. Et même au final, les communications, le marketing et puis l'événementiel, les pratiques, même pendant la reprise, vont être à nouveau différentes parce qu'au final, là, on a pu voir pendant toute cette crise beaucoup de webinaires, beaucoup moins d'événementiel, etc. Là où à la reprise, les gens, comme tu disais, Julien, vont peut-être pas forcément, veulent pas forcément retourner au bureau, mais vont peut-être pas non plus vouloir être prêts à aller dans des événements avec beaucoup de monde. Donc, ça va aussi impacter un petit peu les façons de faire pour la reprise, c'est sûr. Et puis, on se rend compte que la réalité qui va nous être dictée par un gouvernement, c'est-à-dire si le gouvernement nous dit on peut reprendre à partir, je ne sais pas, du 1er septembre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des grands groupes qui ont déjà mis des règles très claires et qui ne sont pas juste sur le 1er septembre. Alors, il y en a plein qui ne le disent pas publiquement. La plus connue, c'est Google qui a dit à ses employés de ne pas retourner au bureau et de ne pas participer à aucun événement jusqu'à la fin de l'année. Okay. On n'est même pas en juin, donc pas jusqu'à la fin de l'année, c'est assez hallucinant. On sait, nous, qu'il y a d'autres organisations, d'autres entreprises qui sont dans le même état d'esprit et qui ont dit ça à leurs employés également. Et ça, va falloir qu'on le prenne en compte parce que pour la partie événementielle, pour le coup, là, qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est aussi une industrie qui a pris très, très cher et qui aura des vraies difficultés à se relancer, ou du moins à très court terme. Je dirais même plus loin, je dirais que le redémarrage, c'est maintenant, même si nous, en Suisse, on est un petit peu quelques jours, voire quelques semaines d'avance. Globalement, on est face à, quand on parle juste, ne serait-ce que de publicité, on est face à une augmentation aujourd'hui de l'utilisation du temps des personnes sur les réseaux et aussi la baisse du montant dépensé par les annonceurs. Donc, vu qu'on est sur des systèmes de publicité d'enchères, globalement, aujourd'hui, j'ai un coût de la publicité qui est moins cher. Donc, c'est aussi l'idéal et l'occasion pour communiquer peut-être différemment, peut-être arrêter de se concentrer sur le bas du funnel et sur sa performance, mais de se dire ça va me coûter moins cher de toucher plus de gens et de voir plus large pour aussi communiquer sur de la découverte, de l'awareness, puis des gens considèrent aussi ma marque, amener aussi des contenus différents, comme le disait aussi Thomas. Donc, l'opportunité, elle est là et l'immobilisme, finalement, va juste pénaliser les entreprises qui se disent on va attendre et puis on va essayer de réduire nos coûts, puis on va essayer de laisser passer. Je pense que c'est une grave erreur que de ne pas réagir. Et d'où l'importance d'ailleurs, effectivement, pour revenir au début, de bien repenser à qu'est-ce qu'on a à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire. Alors voilà, la raison d'être, idéalement, qui est le top du top, mais on ne va pas se leurrer, il y a pas mal d'entreprises, encore une fois, qui n'ont pas encore cette raison d'être. Et puis encore une fois, il vaut mieux pas dire qu'on a une raison d'être si elle est mal préparée, mais au moins penser à des choses utiles, du service, du conseil. Je pense que les gens vraiment attendent ça aujourd'hui. Oui, et raison d'être qui peut être liée à la RSE aussi, à la raison sociale d'entreprise, qui peut être liée à la provision de services. Enfin, il y a plein de façons de l'attaquer et de la valoriser. Ça parlera peut-être plus aux Européens, mais pour moi, peut-être vous n'allez pas être d'accord, moi j'adore ce que fait Danone depuis des années parce que leur RSE est devenu leur raison d'être. Et leur communication de groupe, pas de marque, mais leur communication de groupe est d'une pertinence incroyable et incarne parfaitement à peu près 80% de ce qu'on a dit pendant ce webinaire. Donc, c'est un bon exemple s'il y en a qui veulent s'inspirer un petit peu. Bon, c'est un grand groupe, alors c'est pas atteignable, mais en tout cas, c'est une belle inspiration. Je pense qu'on a fait le tour, Océane. Est-ce qu'on a peut-être quelques questions?
Ouais, on a quelques questions. Pour rappel, si jamais on ne répond pas toutes pendant le webinaire, on pourra répondre par courriel, donc il n'y a pas de souci. J'ai une question, par exemple, comment faire le lancement d'un service d'une nouvelle marque qui va sortir en juin? Donc ça, je pense que c'est un petit peu comment on fait alors qu'on n'est toujours pas sorti de la crise et puis qu'on n'est pas vraiment non plus en reprise, on est un petit peu à l'entre-deux. Ouais, si je peux les aborder. Alors, évidemment, tout dépend du type de service et de la distribution. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est peut-être de rechallenger, si ça avait été fait, le parcours client, rechallenger aussi le funnel d'acquisition et essayer de venir positionner les bons leviers, c'est-à-dire parfois des médias, parfois des actions, aux bons endroits avec peut-être des messages adaptés. Comme je le disais, c'est sûrement une bonne période aussi pour faire prendre conscience aux gens qu'il faut qu'ils changent leurs habitudes et les consommateurs aussi de se réinventer. Donc, je pense que la première des choses, c'est peut-être d'ajuster légèrement ce parcours client et puis peut-être commencer à travailler des joints. Ouais, et puis si c'est possible, ça dépend complètement du produit, là. Mais si c'est possible, c'est peut-être aussi essayer de déplacer un petit peu le positionnement du produit si on est capable. Si on est capable d'ajouter une valeur, justement, on parlait peut-être sociale, environnementale, etc. Mais ajouter une valeur au produit avant son lancement pour assumer dans la communication qu'il est développé aussi pour ajouter quelque chose. J'aimais ce que disait tout à l'heure Thomas sur l'obligation de la loi Pacte en France. Qui oblige une entreprise à dire qu'est-ce qu'elle apporte à la société. Je trouve ça magnifique. On devrait tous avoir cette démarche-là de dire qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que mon produit, qu'est-ce que mon service apporte à la société, au-delà de répondre à un besoin de vente, etc. J'ai une autre question, mais je pense qu'on est un petit peu répondu déjà. Mais on parle de crise globale ou d'un impact fort pour certains secteurs, mais est-ce vraiment une crise pour tous les secteurs? On a compris que l'aéro et puis l'événementiel, la date, c'est sûr que c'est pas vraiment bien pour eux. Est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en tirent très bien? Ouais, alors quand même, globalement, quand il y a une crise mondiale et vu l'économie mondialisée et interconnectée d'aujourd'hui, nous, on ne travaille pas sur l'événementiel, on ne travaille pas sur l'aéronautique, on ne travaille pas dans le tourisme, on ne travaille pas avec la restauration, on travaille plutôt jusqu'à présent avec des secteurs épargnés, je dis bien entre guillemets, parce que le secteur de l'industrie pharmaceutique, de la santé, le secteur des banques assurances avec qui on travaille beaucoup, par ricochet, tout le monde va être touché. Je pense qu'il y a vraiment très très peu de secteurs qui vont être épargnés parce que de toute manière, globalement, si la crise se poursuit et surtout à l'impact des annonces, il y aura une perte globale de pouvoir d'achat. Qui dit moins de pouvoir d'achat dit moins de consommation. Donc tout le monde sera impacté d'une manière ou d'une autre. Puisque les Après, secteurs… c'est quelle ampleur et combien de temps? La question elle est plutôt là, à mon avis. Ouais, plus que les secteurs, je pense qu'il faut peut-être se focaliser sur les acteurs. Donc, comme le dit Thomas, je pense que globalement, tous les secteurs vont être impactés, sauf certains. Mais l'idée, là, c'est vraiment de se concentrer sur les acteurs qui sont challengers. Aujourd'hui, les leaders, généralement en forte position sur leur marché, ne vont pas être assez réactifs. Ça laisse la place à certains challengers de se dire, voilà, nous, on va être plus réactifs, on va communiquer différemment, on est déjà prêt sur certains outils et on va pouvoir s'accentuer. Pas croire que c'est que les secteurs qui sont 100% déjà digitalisés qui vont tirer leur épingle du jeu. Là où va y avoir la meilleure opportunité, ça va être les acteurs dans des secteurs plus traditionnels qui sauront faire ce changement rapidement. Ouais, puis l'exemple de la faillite, si je ne dis pas de bêtises, la faillite de Foodora au Canada, là, c'est un exemple. Hein. C'était un Uber Eats, là, donc, qui est quand même très installé et puis qui n'a pas tenu. Si je ne dis pas de bêtises, là, j'ai un doute quand même, mais je crois qu'ils ont fait faillite. Non, il y a un écart. Alors, nous, on a des clients qui s'en sortent plus que mieux, et puis il y en a d'autres qui s'en sortent pas très bien. Donc, il faut vraiment avoir une approche sectorielle, je pense. Là, il ne faut vraiment pas oublier le contexte. Ce qui est important à dire, et surtout aux dirigeants ou aux décisionnaires ici, c'est que c'est sûr qu'il va avoir un impact qui va être majeur, qui va prendre un certain temps. Mais ce que j'ai entendu, moi, dans la presse, aussi bien au Canada qu'en Europe, c'est des comparaisons avec 2008, des comparaisons avec 29, etc. Ce sont des crises structurelles. On n'est pas sur une crise structurelle.
Ce n'est pas une crise structurelle du système financier, économique, etc. C'est une crise qui vient de l'extérieur, c'est une crise sanitaire. Donc, on peut avoir un petit peu d'espoir quand même, je pense, sur la reprise d'une partie des secteurs, peut-être pas la totalité, mais il y a une partie des secteurs qui peuvent reprendre assez rapidement, je pense en tout cas, parce que il n'y a pas une perte de confiance dans le système financier, il n'y a pas les marchés qui se sont effondrés parce que c'est un problème intrinsèque au marché. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de consommation. Et à partir du moment où la consommation va reprendre, même si le pouvoir d'achat a très certainement baissé, même si les PIB ont baissé, etc., je pense qu'il va y avoir quand même un second souffle qui va prendre du temps à revenir à la normale, mais on devrait voir un petit peu. Puis les premières indications qu'on a vues de la Chine, avec cette information qui a qui a surpris tout le monde. Je pense qu'un magasin Hermès en Chine a fait presque 2,5 millions de dollars de bénéfices en une journée. Alors, c'est un cas extrême, mais c'est un exemple concret. Donc, ça tient sur le long terme, oui. Ouais, il y a un revenge shopping qui existe là, c'est-à-dire que on l'a tous, je suis sûr qu'on l'a tous vécu ça. Même moi, je l'ai vécu. Alors, je suis pas un dingue de shopping là, mais moi-même, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire comme plaisir au moment où ça va reprendre. Donc, c'est pas une crise structurelle. Ayons un petit peu d'espoir. Ça sera pas, on va pas revenir à la normalité en un claquement de doigts, mais par contre, on devrait pouvoir avoir une reprise dans certains secteurs, sauf l'aéronautique qui va être long, qui va être très long, qui subit. Ça me permet juste de rebondir sur ça. Les secteurs qui étaient en crise, ça va être tough pour eux, qui avaient déjà une petite crise avant. Alors, l'aéro n'avait pas une crise, mais par contre, on commençait à pointer du doigt avec le flight chain, etc., etc. Mais ceux qui étaient déjà un petit peu en crise, je pense qu'eux vont avoir des grosses difficultés. Puis c'est le moment de se réinventer alors, de A à Z, sinon la survie va être problématique. Écoutez, on peut prendre, je pense, une dernière question, puis on répondra au reste par courriel. Il y a quelqu'un qui se demande un petit peu quels sont les conseils pour améliorer la communication managériale pour rassurer en fait les employés de l'entreprise. Ouais, je prends la main sur cette question, je l'avais vue. Le premier conseil déjà, c'est le manager n'est plus, et ça fait longtemps, juste une boîte de transmission en fait. Le manager doit bien sûr déjà assumer en fait les choix stratégiques et les décisions de l'entreprise. Donc pour les assumer, il faut qu'on lui ait expliqué, il faut qu'on l'ait convaincu, il faut qu'on l'ait embarqué pour que lui-même puisse ensuite être ce relais efficace. Donc plus que des, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout une manière de penser le développement de l'entreprise et de penser le rôle de manager. Encore une fois, aujourd'hui, il y a trop de managers qui sont complètement pris dans l'étau entre des choix stratégiques qu'on leur demande d'expliquer, mais qui eux-mêmes ne comprennent pas, voire n'adhèrent pas, et des revendications parfois plus ou moins plausibles, mais parfois tout à fait justes, de la base, on va dire. Et donc là, forcément, ils sont pris le marteau et l'enclume et ils ne peuvent pas jouer le rôle moteur de l'entreprise, alors qu'ils ont un rôle vraiment moteur dans l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment les impliquer dans la co-construction de ces décisions. Je lisais un article, ça va être très court, mon intervention là-dessus. Je lisais un article qui disait que les entreprises qu'on prend comme exemple en termes de communication et de marketing, les grandes entreprises souvent américaines, avaient une particularité, c'est entre guillemets la puissance ou l'importance de leur CCO, leur Chief Communication Officer, qui était devenu en fait le numéro 2 de l'entreprise, là où avant c'était peut-être des fois le CFO, etc. Et c'est pas parce qu'on est des communicants que je dis ça, c'est juste qu'on se rend compte que les entreprises qui ont le plus de succès sont souvent celles qui mettent la communication et le marketing dans une position presque de primauté, en tout cas dans une position de force assez importante. Parce que dans notre monde moderne, même si c'est pas toujours très éthique, malheureusement, la communication et le marketing, c'est peut-être pas toujours parfait. C'est la meilleure façon d'avoir du succès. Et puis ça va pas, c'est pas cette crise qui va le changer. Je pense même que c'est cette crise qui va l'amplifier. Peut-être pour terminer, dans la vie d'entreprise, il y a le mot vie et je pense que c'est quelque chose qui est vite oublié à distance. On va à l'essentiel parce qu'on n'a pas les mêmes rapports. Je pense qu'il est important, c'est
c'est de conserver ce lien avec les employés qui est autre que uniquement les tâches, le travail, les responsabilités. Il faut garder ce lien avec certaines animations, même comme Thomas le disait, c'est même aussi peut-être faire que l'entreprise développe aussi sa communication interne en disant regardez, on fait ça, regardez, la société fait aussi ça, regardez, ce pourquoi vous bossez chez vous dans votre petit appartement sert aussi à faire ça. Donc, il faut sortir de vraiment ces œillères, de faire que du professionnel, que du travail, parce que quand on sera à nouveau tous de retour au bureau, c'est ça aussi la vie d'entreprise, c'est partager des choses, c'est sortir de ce monde un petit peu trop professionnel. Donc voilà, je pense que je l'aborderai plutôt comme ça. Donc, Damien, Commencer tu veux aussi, faire plus d'apéro initier Zoom, cette… quoi. De quoi? Tu veux faire plus d'apéro Zoom, quoi, c'est ça? Ouais, pas spécialement, mais c'est aussi développer d'autres sujets. Voilà, donc nous, par exemple, à l'interne, on a aussi mis en place de faire des podcasts maintenant. Voilà, donc c'est aussi des projets un peu différents qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas mettre de côté. Et des apéros aussi. Donc, juste pour conclure, je dirais que la crise va pousser l'ensemble des entreprises, encore une fois annonceurs comme agences, hein, à se réinventer, à remonter pour certains leur modèle économique. On parlait de l'aéronautique, hein, Julien, effectivement, pour certains leur modèle économique, pour d'autres leurs moyens de communiquer, mais c'est le télétravail, encore une fois. Moi, je jette un peu un pavé dans la mer là-dessus. Je ne suis pas pour le 100% télétravail. Je vois que Google, Facebook a annoncé ça. Je pense que je suis plutôt de nature contre les extrêmes. Donc, je pense que le 100% au bureau, effectivement, ça a vécu. Et la crise a montré, notamment à certains qui étaient récalcitrants, que le télétravail pouvait marcher. Donc, ce ne sera plus comme avant. Par contre, tomber dans l'extrême inverse, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, de liens, etc. Donc, ça sera, encore une fois, de réinventer aussi ce fonctionnement de l'entreprise. Écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce webinaire. Ouais, il est 10h35 presque. Écoutez, merci à vous trois en tout cas d'avoir partagé vos expertises ce matin. Et puis, si jamais pour les participants, Cet après-midi pour les Français et les Suisses. Si jamais les participants, vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à contacter les invités directement. On répondra aux questions, ouais. C'est ça, on répondra à toutes les questions. Écoutez, merci beaucoup et puis passez une bonne journée. Soirée. Merci à tous. À refaire. Merci à tous. C'était chouette. À bientôt. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et des questions. Bye. Ciao, ciao. Bye.